Donc, pour qu'il y ait excitation, qu'est-ce qu'il faut pour obtenir une excitation? Bon, on a remarqué généralement, on parle de conditions de brutalité. Voilà, on constate que si on fait une expérience lors de l'ouverture et de la fermeture du circuit du courant, on va obtenir une excitation. Donc, le fait d'exciter rapidement, de façon brutale, ça donne surtout une excitation. Je prends un exemple simple, hein. On fait des injections, il y a une infirmière qui est là, qui vient avec sa seringue et qui vous injecte ça brutalement. C'est sûr que ça va faire plus mal qu'une autre qui va venir doucement en vous parlant et bien sûr en poussant le piston de la seringue là doucement, doucement. Et même si ça va faire mal, ça va faire moins mal. Donc, plus c'est brutal, plus ça fait mal, plus ça excite. Donc, c'est ça la condition de l'excitabilité. On a aussi cette notion d'intensité minimale. Voilà, on parle de réobas, c'est l'intensité minimale qu'il faut pour obtenir une excitation. Une réponse, si vous voulez. On n'est pas encore entré dans la notion de PA, on va le voir tout de suite, mais on parle de PA potentiel d'action lorsqu'il y a une excitation. Donc, cette condition, cette intensité minimale qu'il faut pour obtenir une excitation est appelée réobase. On parle d'intensité réobasique ou de réobase. Donc, il faut un minimum d'intensité d'excitation pour obtenir une réponse, pour que le nerf puisse être excité ou la fibre nerveuse puisse être excitée. Il y a aussi le temps d'application. Le temps d'application, c'est le temps minimum, le temps minimal d'application d'une intensité réobasique pour obtenir une réponse. Vous voyez que ce n'est pas forcément parce que l'intensité réobasique est appliquée à un temps qui est inférieur au temps donc, minimal, qu'on va appeler d'ailleurs temps utile, et qui est le temps minimal d'application d'un courant réobasique pour obtenir donc, une réponse. Donc, la réobase est l'intensité minimale qu'il faut pour obtenir une réponse à un nerf ou une fibre, et le temps correspondant à qu'il faut pour appliquer cette intensité pour obtenir une réponse est appelée temps utile. Et il y a aussi cette notion donc, de chronaxie. Donc, les notions que nous retenons, on a la réobase. Donc, la réobase. Donc, on a le temps utile. Et on a la chronaxie. Donc, la réobase, c'est l'intensité minimale qu'il faut pour appliquer à un nerf ou une fibre pour avoir une réponse. Et le temps utile, c'est le temps d'application d'un courant réobasique pour obtenir une réponse. Et souvent, à cause des valeurs qui sont un peu choses, pour avoir des valeurs un peu plus grandes, on peut prendre 2 fois la réobase qu'on applique et le temps correspondant à 2 fois la réobase pour obtenir donc une réponse est appelée la chronaxie. La chronaxie. Donc, tout de suite, on va faire un schéma pour essayer de mieux expliquer ces notions-là. Donc, où on va avoir une zone des excitations efficaces, une zone des excitations inefficaces. Donc, généralement, on peut donner, ces données-là peuvent être comportées dans un tableau. On peut vous donner sous forme d'exercice, on va vous dire de tracer la courbe d'excitabilité du nerf ou de la fibre. Vous allez voir que cette courbe-là va diviser le plan en 2 parties. Une partie qui va déterminer la zone des excitations efficaces et une autre qui va, donc, on va parler des zones des excitations inefficaces. Donc ici, on va prendre un exemple rapidement. On va voir le plan ici. Donc, je trace la courbe. Généralement, ça a une allure. Les mathématiciens diront c'est parabolique, je pense. Donc, ça divise le plan. Et vous avez ici, pour déterminer la réobase, généralement, vous faites des projections. Bien sûr que ça se fait avec l'équerre. On ne peut pas enlever. J'ai cru que ça allait être... Donc, il faut laisser, Ça va aller. C'est bon, ça va aller. Donc, ici, on va faire une projection, bien sûr orthogonale, sur l'axe des ordonnées. Ici, on appelle ça l'axe des abscisses. Généralement, c'est le temps qu'on met ici. On met en millisecondes, etc. Et ici, on met l'intensité. L'intensité, donc, du courant. Donc, ici, vous allez voir qu'il y a un point ici qui va correspondre à
l'axe des abscisses. Donc, pour la rhéobase est là. Et le temps d'application d'un courant rhéobasique, on va appeler ça le temps utile. On va obtenir le temps utile ici. Et l'abscisse correspondant à ce temps utile-là est appelée donc la rhéobase. Maintenant, je peux prendre 2 fois la rhéobase pour avoir des valeurs plus grandes, plus nettes. Donc, voici 2 rhéobases. Je prends 2 rhéobases et je projette sur ma courbe. Je viens ici. Bien sûr, c'est parallèle avec, bien sûr, un angle droit. On fait avec l'équerre. Ensuite, je fais une projection sur l'axe des abscisses. Je vais obtenir un temps. Et ce temps est appelé la chronaxie. Donc, c'est la chronaxie. Donc, voici la rhéobase. Son abscisse correspond donc au temps utile. Et la chronaxie, son ordonnée va correspondre à 2 fois la rhéobase. C'est ce que ça veut dire. Donc, intensité. Maintenant, on va parler de courbe d'excitabilité. Ça, c'est une courbe d'excitabilité qui est là, qui divise le plan en deux parties. Je vais appeler ça A. Par exemple, partie A et partie B. Si je prends la partie A, je prends un point quelconque dans cette partie-là, je projette orthogonalement sur l'axe des abscisses, je projette orthogonalement, et j'ai plutôt l'axe des ordonnées, ça c'est l'axe des ordonnées, hein. Voilà, les mathématiciens vont me tirer les oreilles si je mélange. Donc ça c'est l'axe des ordonnées. Je projette orthogonalement sur l'axe des abscisses. Vous voyez que si j'ai un temps ici, je vais appeler ça, je ne sais pas, XA, c'est ça, non? Abscisse. Et je vais appeler ça YA, ordonnée. Donc, si je prends cette intensité, puisque ici c'est l'intensité, cette intensité, et j'applique sur mon nerf ou ma fibre pendant un temps XA, logiquement, je vais avoir une réponse. Je vais avoir une réponse. Donc, ça veut dire que les coordonnées de ce point, qui se trouve dans une zone qu'on appelle zone des excitations efficaces. On va appeler cette zone la zone des excitations efficaces. Donc, ça veut dire que tout point situé dans la zone des excitations efficaces, si on prend ces coordonnées, on recherche son ordonnée, en projetant orthogonalement sur l'axe des ordonnées, et on trouve son abscisse en projetant orthogonalement sur l'axe des abscisses. Cette coordonnée et cette intensité appliquée sur le nerf ou la fibre pendant un temps correspondant à l'abscisse, on va obtenir une réponse, c'est-à-dire il y aura une excitation du nerf. Parce que tous les points situés dans la zone des excitations efficaces ont des coordonnées qui permettent d'obtenir une réponse, une excitation. Maintenant, on revient à la zone B, qui est une zone qu'on va appeler zone des excitations inefficaces. Zone des excitations inefficaces. Donc, si on prend aussi tout point, je prends le point B, et un point B, pourquoi pas, ici, le voilà, je vais l'appeler B, donc je le projette ici et là. J'appelle ça XB, hein, abscisse, et YB, l'ordonnée. Donc YB va être l'intensité de courant que je vais appliquer sur la fibre pendant le temps XB. Donc, cette intensité de courant XYB que j'applique sur la fibre ou le nerf pendant le temps XB ne va pas produire d'excitation. C'est ce que ça veut dire parce que c'est un point qui est situé dans la zone des excitations inefficaces. Voilà. Donc, la courbe elle-même, tous ces points, effectivement, peuvent produire une excitation parce qu'on appelle ça courbe d'excitabilité. Donc ici, vous voyez, si je projette, ça veut dire que le point et cette intensité appliquée pendant ce temps-là, il y aura effectivement une excitation de la fibre ou du nerf. Donc si vous voulez, les points situés sur la courbe
des excitabilités ont des coordonnées qui vont donc appliquer à la fibre au nerf, vont produire une excitation. Mais tout point situé dans la zone des excitations inefficaces, les coordonnées appliquées à la fibre au nerf ne produiront pas d'excitation. Les points situés dans la zone des excitations efficaces ont des coordonnées appliquées à la fibre au nerf, donc qui vont produire une excitation. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur bien sûr, les conditions. Donc, bien sûr, on peut faire quelques remarques en passant sur le temps utile et l'aérobase. On va constater que lorsque l'intensité augmente, le temps va diminuer. Bien sûr, je pars quand une intensité, et je prends le cas de souvent les anesthésies qu'on fait au niveau des hôpitaux. On endort les patients et si on les réveille. On les endort avec ce qu'on appelle des substances anesthésiantes et de telle sorte que quand on opère, l'excitation qui démarre ne va pas parvenir à destination avant que la personne ne se réveille. Donc, ce qui fait que la personne ne sent pas la douleur en réalité. Donc, le temps augmente. Le temps augmente parce qu'on a pratiquement anesthésié les nerfs. Les nerfs ne peuvent plus transmettre l'influx nerveux, ils ne peuvent plus être conduits pour que la personne puisse sentir la douleur. Donc, c'est comme si le temps va prendre un grand temps. Donc, le temps ce qui va dépasser même le temps de l'opération et la personne va se réveiller avant même que, et bien sûr, que l'excitation puisse arriver à destination. Donc, on va retenir que lorsque l'aérobase augmente, le temps va diminuer. Et bien sûr, le contraire. Quand le temps, la chronométrie est grand, ça veut dire généralement, bien sûr, l'aérobase est faible en ce moment, il faut plus de temps. Voilà, donc vous voyez que c'est deux valeurs qui varient en sens opposé, ou en sens contraire. Donc plus l'intensité d'excitation augmente, donc l'aérobase va être, et sur le temps d'application va diminuer, et si le temps d'application augmente, généralement, ça va contribuer ça veut dire que l'aérobase est faible. Voilà donc ce que nous pouvons retenir donc, sur cette partie. Donc nous allons passer maintenant à la conductibilité, qui est l'autre propriété du nerf. Donc après l'excitabilité, nous allons voir un petit de la conductibilité.